Bonjour à toutes et à tous et merci de continuer à nous suivre pour étudier de près cette jeunesse. Alors on a une thématique un peu particulière qui nous attend pour les quelques minutes à venir. Les jeunes portent-ils un idéal de société à construire et si c'était le capitalisme décarboné? Alors là on va naviguer en pleine idéologie. Avec vous, cher Martin Richer, vous êtes fondateur de Management et RSE, professeur à Sciences Po, président de Métis, et vous animez le pôle entreprise, travail et emploi de Terra Nova. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ma première question sera liée donc peut-être à cette utopie dont on parlait. Le XXe siècle a été un siècle de grandes utopies. Certaines se sont effondrées, d'autres, heureusement, ont fait long feu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que pour une partie de la jeunesse ou pour les nouvelles générations, ce post-capitalisme ou ce néo-capitalisme qui serait un capitalisme débarrassé de son caractère extractif serait un nouveau messianisme ou un nouvel horizon, en tout cas, pour une jeunesse qui a besoin de s'engager, de faire des choses et puis de sauver son propre avenir? Alors, beaucoup de questions dans ma question, mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus poétique ou d'un peu plus, je dirais, positif qu'un imaginaire tout simplement comme le capitalisme à l'ancienne, disons? Donc, vous souhaitez qu'on parle du capitalisme? Oui. Ici? Absolument. Au siège du MEDEF, ça vous au embête cœur pas? du réacteur. C'est le cœur du réacteur. Un jour réacteur. de grève nationale. Vous aimez les paradoxes, vous, hein? C'est sans doute vous qui aimez les paradoxes, cher Martin. Alors, où est-ce qu'il en est, ce brave capitalisme? Il est très plastique, le capitalisme. Il résiste un peu à tout, hein. Il a survécu à 2 guerres mondiales, il a survécu à mai 68, à la crise des subprimes, au Great Lockdown, comme on a qualifié la crise sanitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui la conscience qu'on n'avait pas. En revanche, lors de ces crises précédentes, ou en tout cas les crises plus anciennes, on a la conscience qu'il nous emmène quand même droit dans le mur. Alors, par exemple, il y a une organisation non gouvernementale qui s'appelle Global Footprint, qui fait chaque année des calculs extrêmement savants pour voir combien de planètes il nous faudrait pour régénérer tout ce qu'on a consommé. Les ressources halieutiques, les poissons, l'air dans lequel on a émis des gaz à effet de serre, les ressources végétales, etc. Et la réponse, pour faire court, c'est que pour renouveler les ressources qu'on consomme actuellement selon notre mode de vie, il nous faudrait 1,7 planètes. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'en a qu'une. Et il n'y a pas de planète B, comme on dit. Et le 1,7, c'est le chiffre global. Oui, ça ne concerne pas un pays comme la France ou l'Occident. Voilà. Si tout le monde vivait selon le mode de vie des Français, ce n'est pas 1,7, c'est 3 planètes. Si tout le monde vivait selon le mode de vie des Nord-Américains, il en faudrait 5. Donc heureusement qu'on a les Indiens, qui eux sont à 0,6, ou les Bengalais, qui eux sont encore à 0,2. Vous voyez, donc ça crée quand même une situation un peu explosive qui fait que, on parlait tout à l'heure de bifurcation, on est un peu obligé, on est un peu condamné à bifurquer, parce que si on ne le fait pas, on sait ce qu'on ne savait pas auparavant, on sait qu'on va dans le mur. Donc on peut klaxonner si on veut, on peut même accélérer, hein. Il y en a qui prétendent qu'il faut accélérer. Alors c'est l'histoire de la croissance, puisque Geoffroy Roux de Bézieux nous a dit que le bon système, c'est à la fois de décarboner, mais de faire de la croissance. Alors est-ce que c'est possible? C'est une vaste controverse économique, où tout le monde n'est pas d'accord. Vous mettez Thomas Parric d'un côté et Thomas Piketty de l'autre, ils ont de quoi s'emplumer sur la question pendant un moment. Mais en revanche, l'histoire nous renseigne un petit peu sur ce qui peut se passer dans l'avenir. L'histoire, si on regarde sur les 20 dernières années, globalement, pour fabriquer une unité de PIB, on a besoin de 26% d'énergie en moins. Donc c'est un sacré progrès. Ça montre bien que le progrès technologique, effectivement, nous aide à absorber et à générer cette décorrélation. Mais le problème, c'est que si vous faites les calculs, 26% sur 20 ans, c'est pas assez. Parce qu'il faut qu'on diminue. Si on veut atteindre les objectifs, c'est-à-dire de ne pas augmenter la température moyenne de plus de 1,5 à 2 degrés Celsius par rapport à l'époque, etc. Si on ne veut pas dépasser ça, ça n'est pas 26% en 20 ans qu'il faut faire, c'est 6% chaque année.
de façon très régulière. Or, Avant, on a dit qu'il faudrait un confinement par an. mais même, parce que figurez-vous que le confinement a produit des effets, mais l'année du déconfinement, ça a été une année d'explosion. Donc il faudrait être totalement déconfiné, enfin confiné en permanence. Alors, non, justement non, parce que là vous nous faites très peur, hein, c'est un avenir qui n'est pas désirable. Or, on ne peut pas avancer dans une société si on n'est pas capable de proposer un avenir désirable. L'avenir désirable, c'est-à-dire celui qui nous permet non seulement d'habiter ce monde, mais de le transmettre à nos enfants dans des conditions vivables, hein, c'est ça la définition du développement durable. Eh bien, cet avenir, il prétend effectivement qu'il faut changer. Donc, c'était le débat tout à l'heure, et Anne Fleur a tout à fait raison de dire que ce changement, il n'est pas cosmétique. C'est pas juste, en gros, en faisant les mêmes choses qu'aujourd'hui, un peu mieux, qu'on va y arriver. C'est bien en faisant autre chose. Donc, il faut un changement de type A, comme on dit en conduite du changement. Un changement un peu radical au sens premier du terme, c'est-à-dire qui va chercher les problèmes à la racine. Ok, alors une fois qu'on a dit ça, on a tous, autant que nous sommes, envie de préserver notre confort, ce qu'on a appelé longtemps aussi le progrès. Et en même temps, pour être honnête, on a aussi envie de prospérer. Est-ce que c'est totalement incompatible ou est-ce qu'il existe une compatibilité entre confort et prospérité et durabilité? Alors oui, quelle est la principale équation des décennies à venir C'est compatible et on essaye d'y aller. Le problème, c'est... par l'innovation Non, par des actes très simples. On sait que les entreprises doivent décarboner leur supply chain. Les personnes, les individus physiques, vous et moi, on doit manger moins de viande, si possible voyager un peu moins. Donc on connaît les actions qu'il y a à faire. Le problème, c'est un problème de dosage et de passer à l'acte. Alors premier problème, le dosage. Le dosage, il est que on a l'illusion parfois que les gestes individuels suffiront. Vous disiez tout à l'heure que le changement doit commencer par soi-même. Gandhi le disait encore mieux, il disait « Sois toi-même le changement que tu voudrais voir dans le monde ». C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on prend la responsabilité, là pour le coup. Bon, mais les tentatives de chiffrage qui ont été faites sont assez convergents. Si nous étions tous des super-héros, c'est-à-dire si on mangeait à peine de viande, si on prenait à peine l'avion, si on faisait tous les gestes qu'on appelle les éco-gestes. Donc si tout le monde se comportait en super-héros, on n'aurait fait que le tiers du chemin. Donc on n'évitera pas que les autres acteurs se mettent en marche aussi. Les autres acteurs, c'est l'État. Parce que si on n'a pas l'État qui nous fait les réglementations, qui effectivement incite, voire même peut-être, je sais qu'on n'aime pas ce mot au MEDEF, mais oblige par exemple, à isoler les logements, rendre non louable sur le marché un logement qui soit en qualité thermique très détestable. Donc si l'État ne joue pas son rôle, et si, plus encore, les entreprises ne jouent pas leur rôle, on ne peut pas y arriver, parce que là, il y a une grande partie du chemin qui ne sera pas fait. Alors, est-ce que les entreprises jouent leur rôle ? Nous y voilà, précisément. Voilà. L'entreprise elle-même et les entrepreneurs qui sont tout à fait d'accord pour la plupart en tout cas, pour prendre ce chemin. Comment peuvent-ils le faire? Comment peut-on les encourager? Et question subsidiaire évidemment, comment les jeunes peuvent-ils jouer un rôle d'aiguillon dans cette transition massive, durable, sincère? Alors effectivement, où en sont les entreprises? Vous avez dit, elles y croient, etc. Je confirme, elles y croient. Donc nous ne sommes plus comme il y a 10 ans dans une problématique d'évangélisation, entre guillemets, ou en tout cas dans une problématique de conviction. Les entreprises sont convaincues. Le problème, la difficulté, comme souvent, c'est pas du tout spécifique, c'est le passage à l'acte. Alors parmi mes multiples qualités que vous avez eu la gentillesse de citer au début, il y en a une autre qui est que je suis très actif au sein de l'IFA, Institut français des administrateurs, qui est donc un peu la maison des administrateurs, ceux qui siègent dans les conseils d'administration. Et on a fait une grande enquête récemment pour voir où en sont les conseils d'administration des grandes entreprises vis-à-vis de ces problématiques de changement climatique. Et ce qui est fort intéressant, c'est que on voit qu'il y a un taux d'adhésion qui nous a même surpris, très fort. C'est-à-dire que tous les dirigeants, tous les administrateurs sont parfaitement conscients du problème. Et ils répondent même oui à une très forte proportion quand on leur demande s'ils l'ont déjà expérimenté.
comme beaucoup d'entre eux, siègent dans un conseil d'administration d'entreprises internationales. Mais ils ont vu ce qui se passe ailleurs, sur le front du changement climatique. Ils ont vu qu'à Jakarta, on a voté un budget de 35 milliards de dollars pour déplacer, en Indonésie, pour déplacer la capitale parce qu'elle sera inondée dans quelques années. Tout ça, ils l'ont vu. Donc non seulement ils sont conscients, mais ils le voient. Mais après, question suivante, alors qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce que vous avez fait intervenir dans votre conseil d'administration un expert pour vous dire un peu quelles sont les clés d'action, qu'est-ce que c'est que le Science-Based Target, comment on peut agir, etc. Ou alors, autre question, est-ce que vous avez fait un chiffrage de vos émissions de gaz à effet de serre tout au long de votre supply chain? Alors, dans ce qu'on appelle la partie dont l'entreprise est elle-même responsable, mais également ses fournisseurs, etc. Sur toutes les questions qui sont tournées vers l'action, là, les réponses sont beaucoup moins brillantes. Il y a peu d'entreprises qui se sont, même les grandes, hein, puisque là, on parle essentiellement des grandes, les adhérents de l'IFA, c'est quand même beaucoup des grandes entreprises. Donc, on est dans cet écart, on est dans ce que Gramsci, un autre grand philosophe qu'il faut citer au MEDEF, tout le monde cite Gramsci de nos jours. Ah ben alors tout va bien, parfait. C'est ce qu'il appelait le clair-obscur, c'est-à-dire qu'on est conscient, mais on n'est pas encore capable de se mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que c'est le système du passager clandestin. C'est tellement facile de laisser ses concurrents investir et agir d'abord et en profiter, puisqu'il n'y a pas de frontières pour retenir les gaz à effet de serre, et parce que c'est ce que les économistes appellent la tragédie des horizons. C'est-à-dire que ça, c'est pas nous qui en subirons les conséquences. Nous qui sommes administrateurs, donc pour 5, 6, 7 ans, on sera parti, on advienne que pourra. Voilà, donc tout ça fait qu'on a beaucoup de mal à passer à l'action. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis toujours très surpris d'entendre les entrepreneurs eux-mêmes, les dirigeants eux-mêmes, et il n'y a pas très longtemps, Philippe Varin, pour ne pas le nommer, qui appellent à la législation, qui appellent à la réglementation. Parce qu'on voit bien que si on ne fait pas un peu plus que de simples incitations, et je sais qu'au MEDEF, on adore les incitations, c'est vraiment super bien les incitations, c'est très responsable, mais malheureusement, ça ne suffira peut-être pas pour ce problème-là. On a bien fait de vous inviter. Voilà, je suis sûr que personne ne regrette. Mais j'en suis sûr aussi. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, le temps nous est compté, mais enfin, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, les entreprises réclament non pas des invitations, mais disons un peu plus que ça. Pour aider à rendre cette transition effective. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour trop peu de temps, mais en tout cas, merci de nous avoir partagé vos convictions. Merci Martin Richer. Je vous en prie, et n'oubliez pas, les jeunes sont des seniors en devenir. Merci à vous, merci. Et les seniors sont des jeunes qui ont mal tourné. Bon, ça va, pour ce qui vous concerne, ça passe plutôt bien. Merci, on se retrouve dans 2 minutes. Merci à vous.